Alors dans cette UFC 294, la main card était vraiment pas exceptionnelle hein, pour le coup. Et il faut que je commence par le main event parce que j'ai été vraiment très déçu de Volkanovski. Là, il nous a montré qu'il gérait très mal sa carrière ces derniers temps parce qu'il n'était clairement pas prêt pour un combat de 5 rounds, surtout contre Makhachev. Et je partais du principe que il devait l'être. Je supposais qu'il l'était. Et non seulement je l'ai trouvé bien en dessous de son niveau habituel en conditionnement physique, mais en plus, il a oublié tout ce qu'il avait fait de bien dans le premier combat. Après, comme je l'avais prévu, Makhachev, il fallait vraiment qu'il utilise davantage ses genoux. Et on l'a vu, hein, on l'a vu là pendant une phase de clinch, elle a été vraiment décisive celle-là, où il a enchaîné les coups de genoux au point où Volkanovski il se dégageait de façon catastrophée, il se dégageait n'importe comment au point où Makhachev lui avait bloqué, lui avait verrouillé un bras. Là vraiment, il montrait qu'il était vraiment touché. Hein. Il essayait de le bouger dans tous les sens, de l'amener au sol de façon un peu paniquée. Et d'ailleurs, de mon point de vue, c'est ce qui a mis en place les conditions pour pouvoir faire passer le high kick. C'est que il était vraiment touché au corps et ça lui a fait quand même baisser un peu ses mains, avoir une garde un peu moins haute. Après, bien sûr, voilà, Makhachev est un combattant exceptionnel hein, auquel il faut reconnaître toutes les qualités qui sont les siennes, mais c'est quand même aussi en grande partie à cause de Volkanovski si ce combat a été aussi rapide. Quelle bêtise, quoi. Quelle stupidité de sa part de prendre ce combat de façon aussi bâclée. En plus, il n'a pas l'air d'avoir annulé son combat contre Topuria, mais probablement que les médecins là, de l'UFC l'empêcheront de le faire aussitôt. Mais enfin, c'est triste pour Volkanovski, quoi. Parce que là, il a perdu définitivement toute chance d'un combat contre Makhachev qui soit dans de bonnes conditions. Mais après, par honnêteté intellectuelle, je dois avouer que l'état d'esprit de Volkanovski me plaît beaucoup. Pour un combattant, c'est vraiment quelque chose de bien. Mais pour un commerçant, pour un stratège qui veut voilà, avoir les meilleures opportunités possibles, là par contre, c'est la pire des façons de penser, des façons d'être. Et il faut être honnête, autant Makhachev que Khabib, aucun des deux n'aurait pris un combat dans les conditions dans lesquelles Volk l'a pris. Ensuite, le combat Chimaev contre Ousmane, ça confirmait quand même pas mal de craintes que je pouvais avoir sur le cardio de Chimaev, puisqu'il a véritablement roulé sur Ousmane au premier round, et il est vraiment pas passé loin de le finir quand même, hein, il faut le dire. Mais, passé ce premier round, il n'a plus rien fait. Hein. Dans le deuxième round, c'était vraiment même la catastrophe. Où, il a dû envoyer un ou deux coups à tout casser, quoi. Ce qui laisse présager que tous les combattants capables de défendre contre lui au premier round et qui après sont supérieurs debout parviendront à le battre. Et dans la catégorie dans laquelle il est, s'il veut la ceinture, le combat contre Strickland, il est loin d'être gagné quand même. Parce que même si Ramzat a de bonnes chances quand même de le soumettre dans le premier round, s'il échoue, je ne le vois vraiment pas réussir à tenir les 5 rounds contre Strickland. Et alors, dans son interview d'après-combat, on a eu l'apparition d'une nouvelle carte mythique, hein, Ramzat diplomate, en pensant à voilà, quelle personne peut avoir un avis mesuré sur le conflit israélo-palestinien. C'est pas à Ramzat qu'on pense en premier. Bon, après, le combat en Kalev contre Walker, c'était assez terrible parce qu'on a encore eu une énième fois, cette règle stupide de deux genoux à terre et un bras au sol équivaut à une immunité contre les coups de genoux dans la tronche. Et il faudrait peut-être enfin se décider à se dire qu'on est dans un sport de combat libre où ce genre de choses devrait être autorisé. Mais bon, malgré cette interférence de l'arbitre,
Ankalev était vraiment sur la bonne voie, il avait de grandes chances de finir Walker au premier. Bon, après, le combat Ikram contre Warley, c'était sans surprise. Et j'aurais tout à fait mis de l'argent sur Ikram au premier round si les côtes n'étaient pas aussi pourries, hein. Parce que quand vous n'avez même pas deux côtes en donnant dans quelle ronde tel combattant finit le combat, ne vaut pas la peine de prendre le risque. Après, pour le cas d'Ikram, je garde les mêmes réserves que dans mon analyse précédente. Et Warley Alves montre encore une fois qu'il est un combattant très moyen à l'UFC. Voilà, et ça va pas changer grand chose. Et enfin, le combat qui m'a aussi pas mal énervé, même s'il m'a pas autant énervé que Volkanovski contre Islam, c'est Gafurov contre Saïd. Parce que j'avais prévu que Saïd prendrait le dos de Gafurov, mais je pensais pas que Gafurov se jetterait n'importe comment. Ça m'a frustré parce que je me suis dit, mais quel con. Après, les susceptibles, là, calmez-vous, hein, je dis ça comme ça. Je comprends bien que les coups de Saïd frustraient Gafurov, hein, il s'est dit, allez, je tente le tout pour le tout, et ça lui a pas réussi, quoi. Commençons par le main event. Alors, fait assez surprenant, ils ont exactement la même taille et la même allonge. 191 cm de taille et 201 cm d'allonge. Pour le cas de Jailton, ça tout le monde l'a bien compris que c'était un très bon grappleur. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que une de ses très grandes forces, c'est qu'il prépare ses amenées au sol de la meilleure des manières. C'est-à-dire qu'il attaque debout et immédiatement après, il fait son amenée au sol. Exactement dans le même temps, quoi. Par exemple, il envoie un jab et tout de suite après, il fait son amenée au sol. Ce changement de niveau extrêmement rapide, ça lui permet de surprendre l'adversaire. Après, aussi, dans ses amenées au sol, il a la très bonne habitude de se décaler sur le côté aussi vite qu'il le peut pour ne pas être enfermé dans la garde en jiu-jitsu de l'adversaire. C'est-à-dire dans les jambes de l'adversaire, il ne se fait pas crocheter par les jambes de l'adversaire. Ainsi, il se retrouve le plus souvent en demi-garde, en half-garde, et c'est alors plus facile pour Jailton d'en sortir et de passer en contrôle latéral ou en position montée. On l'a vu contre Rozenstruik, il ne laissait pas à celui-ci la possibilité de glisser ses mains sous sa poitrine, ce qui lui aurait permis de créer de la distance entre eux et de se relever ensuite, pour éviter justement que l'adversaire prenne la distance avec lui quand il l'a amené au sol. Il s'assure toujours de contrôler la tête de l'adversaire avec un bras avant d'essayer de sortir ses jambes de la garde ou de la demi-garde. Contre Rozenstruik, il a prouvé son intelligence en refusant l'échange de coups, en utilisant un amené au sol dès qu'il a été obligé d'échanger en anglaise. Et après, voilà, il y a quand même une aussi grosse qualité qu'il a, c'est la patience, mais la patience au meilleur sens du terme, c'est-à-dire qu'il ne fait pas de mouvements inutiles ou n'essaye pas de passer ses soumissions en force. Non, il attend que l'autre fasse une erreur. Donc, étant donné qu'il n'y a que très peu de chances que Jailton prenne le risque d'échanger debout avec Lewis, la question dans ce combat, c'est donc est-ce que le grappling de Lewis est assez bon? Il faut donc parler du cas de Lewis, qui a 38 ans quand même maintenant, et pour savoir s'il parviendra à faire quelque chose contre Jailton, il faut voir un combat contre un grappleur. Et il a eu justement un combat contre Ilir Latifi, qui est vraiment édifiant. C'est que dans ce combat, la force physique de Lewis, elle lui permet de compenser ses lacunes techniques, surtout dans le clinch. Et d'ailleurs, je pense que Almeida devrait vraiment éviter de se retrouver dans le clinch contre Lewis, qui pourra placer des coups de coude, des coups de genoux, qui pourra utiliser bien plus sa force qu'il ne peut l'utiliser s'il est amené au sol. Surtout que, question pure défense contre les amenés au sol, Lewis il a de grosses lacunes. D'ailleurs, Ilir Latifi, il arrivait à l'amener au sol sans peine au deuxième et au troisième round. Au sol, Lewis il n'essayait pas vraiment de créer de l'espace, de la distance avec Ilir pour se dégager, se relever. Par exemple en glissant ses mains entre Ilir et lui. Après voilà, le point positif pour Lewis, c'est sa force physique, vraiment important, qui lui permettait justement contre Latifi de se relever
sans trop se soucier de l'aspect technique, hein. Il se relevait purement explosivement et physiquement. C'est pas par la technique qu'il arrivait à s'en sortir. Mais le point qui est le plus inquiétant pour Lewis, c'est qu'une fois au sol, quand il était amené au sol, il ne verrouillait pas ses jambes autour des hanches de Latifi. En somme, il n'avait pas de garde en Jiu-Jitsu, même pas de half guard d'ailleurs, même pas de demi-garde. Ce qui fait que Almeida, il aura aucun problème à passer dans les positions qui sont les plus avantageuses pour lui, en position montée, en position latérale, en crucifix. Et donc au regard de tous ces éléments, même si la force physique de Lewis elle est impressionnante, elle est loin d'être en reste du côté d'Almeida, mais Almeida est un grappleur d'un niveau bien supérieur à Lewis. Aussi le pronostic de ce combat, je pense que la plupart d'entre vous, vous serez d'accord, c'est Jailton au premier round par soumission, et au plus tard au deuxième round, si Lewis, grâce à sa force physique, maintient un peu en respect Almeida, l'empêche de trop avancer grâce à ça. Et probablement que lorsque Lewis se relèvera en force, Jailton prendra son dos et le finira par étranglement, ou Lewis ne contrôlant que peu les jambes de son adversaire, Jailton passera en étranglement latéral et placera un dart choke ou un étranglement utilisant le bras de Lewis pour le plaquer contre sa jugulaire, contre sa gorge. Un head and arm choke. Et alors la question des côtes, c'est infect. Vraiment, pour ce combat, on a des côtes mais dégueulasses à 1,14 contre 4,75. Quand on connaît à quel point Lewis il est capable de finir l'autre comme ça sur un coup ballon contre eux, ça fait quand même douter de l'utilité, de l'opportunité que ça peut être là, de parier sur ce combat. Mais je dirais que voilà, quand même, il y a dans les 70-80% de chances que Jailton il soumette Lewis au premier ou au deuxième, au plus tard au deuxième. Surtout que voilà, le problème de Lewis, c'est que pendant tout le combat, il reste dangereux. Dans tout le combat, ses coups restent vraiment capables de vous mettre KO. Et alors là, quand je disais qu'on avait quand même des cartes faiblardes, c'est quand même assez vrai quoi, parce que là, le main event il est très déséquilibré et le co-main event il est plutôt déséquilibré. Pour une raison simple, c'est que dans ce co-main, on a d'un côté un combattant très agressif qui finit très vite ses adversaires, et de l'autre on en a un qui n'a que des décisions, il a aucun KO ou soumission. Et c'est un vrai problème de manquer de pouvoir de KO ou de menaces de soumission contre un adversaire qui est aussi impatient et qui se jette autant que Bonfim, parce qu'on aurait là un combattant bien plus dangereux que Dalby, ce serait plus intéressant comme combat. Le problème, c'est que Dalby, il n'a pas suffisamment d'armes pour empêcher Bonfim de faire le rouleau compresseur, quoi. Surtout que quand même, il y a une bonne différence d'âge, une différence d'âge significative, parce que Dalby, il a 38 ans, et Bonfim, 26. Après, il y a des différences physiques entre les deux, mais elles devraient pas être si importantes dans ce combat. Bonfim, il fait 5 cm de taille en plus, et Dalby, il a 6 cm d'allonge en plus. Alors dans les points qui sont assez spécifiques à chaque combattant, Bonfim, il est quand même très fébrile sur ses appuis, il est trop mobile, il ne se pose pas assez dessus. C'est bien que parfois, justement parce que il bouge trop, il est un peu en déséquilibre et du coup il ne peut pas trop tourner les épaules en anglaise, et il frappe surtout en étendant les bras, en extension des bras. En plus, cette agitation des appuis, elle l'expose au low kick puisqu'il ne peut pas prendre appui sur une jambe et checker de l'autre. Après, au niveau de sa garde, il la monte plutôt bien, il la ramène assez vite. Par contre, il se penche un peu trop vers l'arrière dans les échanges en anglais. Il a parfois tendance à exposer son menton. Après, il a des soumissions très opportunistes. On l'a vu contre Giles. Il a sauté direct sur la possibilité de placer une guillotine. Et malgré la vitesse d'exécution, il verrouille ses jambes en même temps qu'il enroule son bras sous la gorge de l'adversaire, car pour que la guillotine soit efficace, l'autre ne doit pas pouvoir se sortir de l'étau
en gigotant, en prenant de la distance, et cetera, quoi, et donc il faut, bien verrouiller l'autre, avec, ses jambes. Dernier point, hein, pour Bonfim, il a un peu tendance à trop presser son adversaire de façon un peu désordonnée ou un peu trop excessive, et du coup il s'expose, hein, quand même, aux contres. Mais dans ce combat précis, ça va pas être un gros problème, hein, parce que Dalby à côté, même s'il est bon techniquement, qu'il varie bien, ses attaques, le niveau de ses attaques, par contre, il a une prudence excessive, il hésite trop à se lâcher, à chercher le KO, la soumission. Il a des appuis larges après, qui lui permettent une bonne mobilité. Il sautille, très souvent, si bien qu'il a quand même un très bon cardio, hein, quand même, je pense, pour réussir à aller à la décision dans presque tous ses combats malgré, voilà, ces déplacements qui sont censés, prendre beaucoup d'énergie, manger beaucoup d'énergie. Après, il a une réactivité qui est quand même discutable contre les jabs. On l'a vu, hein, au premier round contre Salikov, il en a laissé passer beaucoup, et surtout parce qu'il semble manquer un peu de mouvement de tête, quoi, d'esquive au niveau de la tête. Et alors après, voilà, il a quand même, un historique de combat assez étonnant, hein, puisqu'il n'a jamais perdu par KO ou soumission, et il n'a jamais gagné par KO ou soumission. Et si ça pourrait être, quelque chose de plutôt positif contre des adversaires qui justement le laissent mener un combat en toute prudence, à distance, bah là contre Bonfim ça risque d'être un défaut parce que Bonfim, il faut, le tenir en respect, il faut le faire hésiter, il faut le faire douter, l'empêcher, voilà de forcer, toujours à remettre la marche avant, il faut lui placer 1 ou 2 attaques puissantes pour justement le faire un peu reculer, le faire douter, Bonfim, et c'est pas quelque chose, que Dalby, sait faire. Si bien que malheureusement, là encore, hein, on a des cotes, qui sont pas très intéressantes, qui sont pas réjouissantes du tout, à 1,25, pour Bonfim contre 3,50, pour Dalby. Mais je pense quand même, qu'on aura, voilà, finition, 1er ou 2e round pour Bonfim, probablement quand même, hein, par soumission. Après inversement, si ça va à la décision, je suis pas convaincu, que Bonfim gagne pour autant parce qu'on n'a pas un historique de combat très long sur Bonfim, on sait pas vraiment ce qu'il en est de son cardio sur un combat qui irait à la décision. Alors, du coup, voilà, pour Dalby, qui est habitué à aller à la décision, est-ce que voilà, dans ce cas-là, ça le favorisera pas, et là, c'est que des, spéculations parce qu'on justement, voilà, on manque d'informations sur Bonfim, mais je serais prêt à parier que si, ça va sur la distance, ce sera Dalby qui gagnera. Donc voilà, ma conclusion pour ce main event et ce co-main event, c'est qu'on a vraiment un main event où, parier Jailton premier round, ça peut, se justifier au niveau des chances de victoire, mais la cote est peu attractive. Et à l'inverse, la cote est plus intéressante entre Bonfim et Dalby, mais là, par contre, il y a quand même beaucoup moins de garanties, hein, de savoir comment le combat se finit. Surtout que Dalby, il est quand même dur, il va très souvent à la décision, il a l'habitude, voilà, que ce ne soit pas simple, hein, comme combat, alors que Bonfim, lui, il reste quand même relativement inexpérimenté, hein, qui fait que, voilà, là encore, c'est un combat où on tremble un peu, on se dit, c'est quand même un peu, là, c'est pile ou face, quoi. Bon, voilà, après, et voilà, bah, si, la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche, et je vous donne rendez-vous demain pour le reste de la main card.